puisque c'est la journée nationale de prévention contre la toxicomanie. Alors on va en parler, mais auparavant, quand même, quelques chiffres. Combien de chiffres d'affaires annuels? On n'a pas les chiffres exacts, bien sûr, mais ça va de 3,5 milliards à 5 à 6 milliards de chiffres d'affaires par an. Et c'est pas mal, hein, c'est intéressant, le narcotrafic. Voilà, c'est ce que donnait le ministre de l'Éducation, de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Ça marche très bien. Alors, il y a effectivement d'abord le cannabis et puis la cocaïne. Il y a en France simplement 5 millions de consommateurs de cannabis. Beaucoup moins pour la cocaïne. C'est quand même beaucoup plus, je dirais pas sexy, sûrement pas, mais plus cher et plus effectivement élitiste. Alors combien de personnes vivent directement ou indirectement du trafic de stupéfiants en France ? Les chiffres donnés, c'est 200 000 personnes en activité, dont 21 000 à temps plein. Et ça marche, vous voyez, on dit qu'il y a du chômage en France. Regardez, 200 000 personnes en activité travaillent pour le narcotrafic. Alors, ne parlons pas des homicides, ne parlons pas des bagarres, ne parlons pas de ce qui est devenu presque un fait quotidien, des querelles narcotrafiquants, on sort la kalachnikov, on sort le couteau, etc., règlement de compte, les gens qui ne peuvent plus vivre dans leurs immeubles parce que en bas de leur immeuble c'est un point de deal, et je rappelle, dernière chose, que les points de deal aujourd'hui, ça vaut mieux que les baux commerciaux. Un point de deal à bail se vend aujourd'hui entre 1 million et 3 millions d'euros dans certaines villes. Enfin, vous voyez, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, intoxiqué. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Vous êtes criminologue, on est toujours heureux de vous accueillir. Alors, merci. Alors cette journée nationale des toxicomanies, et on dit ça, voilà, très bien, et on va dire, voilà, on va faire de la prévention, comment lutter, faut-il taxer les consommateurs, etc. Est-ce que c'est, encore une fois, une cautère sur une jambe de bois ? Je crois qu'il faut commencer par prendre conscience de la gravité du problème. Oui. Aujourd'hui et demain, personne n'est capable de soigner quiconque. Le garagiste ne peut pas réparer votre voiture, le toubib ne peut pas soigner votre petite dernière, tant que ces diverses professions n'ont pas fait un diagnostic. Alors, si vous voulez, très vite, un diagnostic. Oui. Premièrement, il y a toujours plus de drogue en France. Quand on vous raconte ou qu'on nous raconte qu'on a saisi 10 kilos, 12 kilos, 15 kilos de hashish par-ci, par-là, la France en consomme plus d'une tonne par jour, c'est-à-dire entre 370 et 400 tonnes par an. Une tonne par jour, vous dites ? Oui, ouais. Une tonne par jour de fumée de cannabis. Ouais. Deuxièmement, nous avons eu pendant quelques années récemment là un ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, qui a raconté beaucoup de choses, qui a raconté que tout allait bien, que grâce à lui il y avait des opérations Platnet, etc. À son départ, tout va largement plus mal encore que quand il est arrivé. Je vous le prouve. Oui. Comme toutes les marchandises, qu'elles soient licites ou illicites, c'est la rareté des choses qui fait leur prix. Moins il y a de carambars et plus les carambars coûtent cher si il y a toujours une clientèle pour les carambars. Pareil pour la cocaïne. Quand M. Darmanin est arrivé au gouvernement, la cocaïne, en gros, parce que ça varie régionalement, mais le prix moyen coûtait 80 € le gramme. Des chiffres fournis par une instance de l'État qui s'appelle l'Office français de la drogue et des tendances addictives, OFDT. Oui. Chaque mois, cet office envoie des gens en civil dans la rue acheter 1 gramme de drogue, 1 gramme de ceci, 1 gramme de cela, et calcule deux choses. Premièrement, si les prix augmentent ou baissent, et deuxièmement, la pureté de la drogue. Oui. Alors, s'agissant de la cocaïne, qui est la drogue reine, à l'heure actuelle, ce qui enrichit les gangs, ça n'est moins que par le passé le hashish et beaucoup plus la cocaïne. Xavier Hofer, malgré quand même les tonnes et les tonnes de cannabis par rapport à la cocaïne, quand même du point de vue du chiffre, c'est sans commune mesure, même si effectivement le hashish et le cannabis valent beaucoup moins en prix d'achat que la cocaïne. Mais vous dites que la cocaïne rapporte beaucoup plus.
Oui, beaucoup plus parce que c'est plus concentré et que ça se vend beaucoup plus cher. D'accord. Donc, quand M. Darmanin arrive, la cocaïne, en gros, se vend 80 € le gramme. Et Oui. au moment où il y part, elle coûte 60 € le gramme, c'est-à-dire 30% de moins. Et elle est vendue beaucoup plus pure. Ce qui signifie que l'inondation Ah de ouais. cocaïne en Europe n'a pas cessé. Un chiffre. Le principal port d'entrée de la cocaïne en Europe est Anvers, en Mhm. Belgique. Ouais. L'année dernière, c'est-à-dire en 2023, rien que les saisies, c'est-à-dire ce que les douaniers ont attrapé, c'était 116 tonnes, 116 000 kilos. Ouais. Voilà. Et ce qui signifie que, comme ils sont loin naturellement de saisir tout, Bien la même sûr. année, en 2023, par ce seul port, c'est sans doute 500 ou 600 tonnes de cocaïne, 500 ou 600 000 kilos qui ont inondé toute Toute l'Union l'Europe. européenne, en Ouais. gros. Voilà la réalité. Voilà la réalité du trafic. Et là, maintenant, puisque ça c'est le bilan, les Ouais. perspectives pour la cocaïne, elles sont très inquiétantes parce qu'au premier semestre 2024, la quantité de cocaïne saisie partout à l'entrée en Europe, c'est-à-dire saisie à Anvers, saisie à Rotterdam, saisie dans les ports du sud de l'Italie, saisie dans les ports Ouais. du sud de l'Espagne, saisie au Havre, cette quantité-là a diminué dramatiquement. C'est-à-dire que là où on Ah. saisissait 100 kilos de cocaïne avant, on n'en saisit plus que 50, des fois encore moins. Ça Pourquoi? signifie Pourquoi, quoi? Xavier Eh bien, Refer? eh bien, parce que les narcos ont trouvé des voies pour introduire D'accord. la cocaïne en Mhm. Europe que nous ne connaissons pas. C'est Mhm. aussi simple que ça. Et pourquoi je suis sûr de cette interprétation? Parce que la quantité de cocaïne produite en Amérique latine a encore augmenté par rapport à l'an dernier. Si D'accord. il se produit plus de cocaïne, on en exporte naturellement plus, Bien mais de sûr. ces exportations, on n'en saisit plus que la moitié. Voilà. D'accord. D'accord. Enfin, Mhm. un dernier phénomène inquiétant, quand les talibans sont arrivés au pouvoir en Afghanistan, Ouais. ils ont, avec la douceur dont ils font preuve en toutes circonstances, Oui. ils Oui. ont interdit la culture du pavot, le Mhm. pavot qui sert à faire l'héroïne. Absolument. Et donc, maintenant, nous avons la dernière récolte de pavot, donc de morphine, donc d'héroïne en fin de raffinage, qui Mhm. va arriver en Europe. Et après ça, ça sera zéro. C'était le plus gros producteur d'héroïne au monde, L'Afghanistan, l'Afghanistan. oui. Mhm. Cette héroïne est en train d'être remplacée par des produits de synthèse comme le fentanyl, Ouais. comme les nitazènes, qui sont 100 fois plus dosés, 100 fois plus purs que l'héroïne et qui donc font des overdoses mortelles beaucoup plus facilement que par le passé. Et Mhm. ces héroïnes de synthèse, à l'heure actuelle, les narcos, notamment au nord de l'Europe, pour attirer une nouvelle clientèle, sont en train de les brader. Songez que, en France, hein, à la Ouais. frontière du Luxembourg et de la Belgique, on trouve désormais de l'héroïne à 7 € le gramme. C'est-à-dire que même un enfant peut se le payer. Ouais. Voilà, c'est à ça que nous avons affaire. Et pendant ce temps-là, longtemps, M. Darmanin, pour être très clair et très franc, nous a raconté des cracks. Oui, c'est le cas de le dire, de parler de crack, effectivement, et vous avez raison. On parle de 140 tonnes de stupéfiants saisis en France et à l'étranger en 2023, et comme vous dites, effectivement, les saisies ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Mais alors, si on vous écoute, Xavier Refer, et vos chiffres sont, je pense, tout à fait parlants, évidemment, mais ce tsunami continue, augmente, fait vivre l'économie parallèle, faudrait qu'on en parle. Est-ce que vraiment, on dit toujours, vous savez, on le dit depuis des décennies, qu'en fait, on ne touche pas à ce trafic, parce que ce qui est devenu un tsunami, d'un côté, on ne veut pas mettre en difficulté certains gouvernements au royaume qui fournissent, qui produisent effectivement, que ce soit la cocaïne
ou le hashish, ou le cannabis, etc. Et d'un autre côté, cette économie, ce marché fait vivre des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de familles. Donc la situation est celle qu'elle est. On ne va pas aggraver effectivement la précarité. Est-ce que, en fait, ce qu'on a toujours, enfin depuis longtemps constaté, est-ce que c'est un phénomène qui, au fond, on ne peut rien faire ou on ne peut qu'assister comme ça, plus ou moins impuissant, à cette mise en place de cette économie parallèle? Alors, deux choses. Premièrement, ce que vous dites de la part des fonctionnaires qui sont engagés dans la lutte contre le narcotrafic est virtuellement impossible. Tous ces fonctionnaires sont soumis au Code de procédure pénale. L'article 40 du Code de procédure pénale dispose que tout fonctionnaire, tout individu investi de l'autorité de l'État, oui, qui a connaissance d'un crime en train de se perpétrer et qui immédiatement ne le dénonce pas au procureur de la République, devient complice de ce crime. Si vous savez que votre voisin de palier va assassiner votre femme, et c'est sa femme ou la vôtre, ou Dieu sait qui, et si ultérieurement il est prouvé que vous le sachiez et que vous n'avez rien fait, vous êtes complice du crime. Donc, l'essentiel de l'appareil d'État engagé dans la lutte contre le crime fait du mieux qu'il peut et courageusement et le plus efficacement possible. Sûrement, Xavier Refer, pardon. Avec les moyens qu'on lui donne. Voilà, mais c'est pas ce que je disais. Évidemment, je ne mets pas en cause la bonne volonté des gens. Mais je regarde vos chiffres. Vos chiffres sont quand même... Ça veut dire que, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, vous voyez, vous-même, vous parlez de l'augmentation, effectivement, de la réflexion, comment le prix du marché ouvre. Vous voyez, les millions pour un bail commercial. Je ne parle pas de complicité. Je dis simplement que on a l'impression d'une impuissance totale des autorités. Pas seulement en France, d'ailleurs. Alors, c'est le cas. L'essentiel de la préparation, de la fabrication, de la mise, conditionnement et de la vente des stupéfiants en France se produit dans des quartiers où la police et la gendarmerie ne peuvent plus mettre les pieds. Ouais, voilà. Exemple, les quartiers de Marseille, le 13e, 14e, 15e et 16e arrondissement de Marseille. Savez-vous une chose, c'est qu'en 2023, c'est la dernière année complète dont on dispose, oui, on a à Marseille, dans ces quartiers nord, 45 homicides. Monsieur Berkoff, ouais. Dans ces quartiers, dans 4 arrondissements de Marseille, qui ont 250 000 habitants, en gros, à la louche. Savez-vous une chose ? Le taux d'homicide par 100 000 personnes en France, c'est 1,5 pour 100 000. Dans les quartiers nord de Marseille, ce taux d'homicide est de 18 pour 100 000, comme au Brésil et comme dans les pays d'Amérique centrale. Pourquoi ? Parce que dans ces quartiers-là, la police n'est pas présente au niveau où elle devrait l'être. Pourquoi les gouvernements successifs de la Ve République, singulièrement depuis M. Hollande et M. Macron, ne mettent pas les policiers en face des malfaiteurs? Juste un exemple encore. Fin 2023, début 2024, il y a eu plusieurs homicides entre malfaiteurs, entre trafiquants de drogue, à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Oui, savez-vous qu'à Sevran, il n'y a pas de commissariat de police? Aucun. Il n'y a pas de commissariat de police. Donc, évidemment, ce que vous dites est obligé tant qu'on ne met pas les policiers et les gendarmes là où sont les malfaiteurs. Il faudrait 10 fois plus de policiers et de gendarmes dans les quartiers nord de Marseille, ça s'arrêterait tout de suite. Alors, Xavier Refer, restez avec nous. On se retrouve avec cette petite pause. Et encore une fois, posons la question formulée. Qu'est-ce qu'il faut faire là, ici et maintenant? Justement, doubler le nombre de policiers. Où est cette autorité, ce courage que nous cherchons? Je ne dirais pas désespérément, mais presque. À tout de suite. Vous pouvez réagir ou poser votre question sur l'antenne de Sud Radio en appelant au 0826 300 300. Berkoff dans tous ses états revient tout de suite. Sud Radio. Journée de prévention contre la toxicomanie. Aujourd'hui, 15 octobre, et nous sommes toujours avec Xavier Refer, le criminologue Xavier Refer. Vous venez de donner un tableau lucide et terriblement lucide de la situation.
Et on avait fini, Xavier Refer, sur le fait que, on disait, écoutez, vous mettez un peu plus de policiers, ou même beaucoup plus de policiers à Marseille et ailleurs. Est-ce qu'on revient toujours à la même antienne, au même refrain, mais ça fait je ne sais pas combien de temps, ça ne date pas d'hier ni de Darmanin. Où est le courage? Où est l'autorité? Où sont les gens? Encore une fois, il ne s'agit pas de pointer du doigt tel ou tel, mais enfin... qu'est-ce qui fait qu'on dit stop, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, on ne peut plus accepter ça, on ne peut plus accepter les barrages, on sait très bien que dans certains quartiers, vous l'avez dit, on ne peut plus rentrer, non seulement la police ne peut plus rentrer, mais si vous allez par là, et j'ai des amis qui sont allés là-bas, on leur demande carte d'identité, vous allez voir qui, vous allez où, enfin voilà, on supprime les frontières Schengen, mais on crée des frontières un peu partout, autour de la Tour Eiffel, dans les quartiers de Marseille, etc. On fait quoi, Xavier Refer? Alors, d'abord, une évidence criminologique qu'on rougit à avoir à rappeler, mais quand même, merci d'autoriser les criminologues à le faire chez vous, mais c'est tout simple. Les malfaiteurs, ça pourrait presque passer pour une boutade. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Oui. Tant qu'on les laisse faire, ils continuent. Bien sûr. Si on ne fait rien pour leur empêcher de vendre de la drogue, eh ben, ils continuent. Pourquoi? Parce que ça les enrichit et que c'est même le seul moyen qu'ils aient de gagner leur vie. Alors, ils vont pas s'arrêter de sitôt d'eux-mêmes parce que, vous parliez tout à l'heure de Madame Rousseau ou d'autres, leur disent, mais c'est pas bien ce que vous faites, vous n'êtes pas sympa, veuillez arrêter s'il vous plaît. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Et puis, deuxièmement, quant à la riposte de l'État, moi j'ai la réponse, je la connais. Tout ce que fait l'être humain, tout. C'est-à-dire, quand on se fait opérer de l'appendicite, c'est-à-dire quand on répare sa voiture, c'est-à-dire quand on repeint sa maison ou n'importe quoi, tout ce qu'entreprend l'être humain va toujours plus mal avant d'aller mieux. C'est ce qui s'appelle la courbe en J. Vous savez, la lettre J. Hop, elle descend et après ça, elle remonte plus haut qu'elle est partie. Alors, la courbe en J, ça signifie que une grande partie de nos politiciens voient que quand ils entreprennent quelque chose qui va prendre du temps avant de marcher, et si le bas de la courbe a le malheur de tomber au moment où il devrait être élu, eh ben, ils renoncent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est ça. Ils ne pensent pas au futur, aux générations, ils pensent à leur réélection. Et voilà. Ouais. Donc, ils pensent à leur carrière à eux. Et puis, mais moi, ça m'est arrivé. J'ai parlé avec des gens comme ça, je leur ai dit, monsieur, c'est simple, voilà. Et c'est d'autant plus dommage que ça ne se fasse pas, que ce ne serait pas si difficile que ça. Vous savez, il y a quelques années, je me souviens, c'était peu avant le confinement, ça devait être fin janvier, quelque chose comme ça, en 2020. Oui. J'ai eu une matinée entière d'échanges avec des hauts patrons de la gendarmerie nationale, des colonels et des généraux. Oui. Qui m'ont interrogé sur les banlieues, sur les zones hors contrôle, etc. À la fin, ils m'ont dit quelque chose de simple. Ils m'ont dit, monsieur, nous sommes prêts. Si jamais on nous en donne l'ordre, on remet l'ordre dans le bazar des zones hors contrôle. D'où vient la drogue? D'où viennent les braqueurs? D'où viennent les gens qui prostituent des mineurs, etc. C'est-à-dire les zones hors contrôle, les nouvelles cours des miracles. Si on nous donne l'ordre, c'est rétabli dans 6 mois. Ils n'ont jamais reçu l'ordre. Ouais. Si vous voulez, l'honneur de la politique tient en un seul mot. Le travail d'un dirigeant politique est de décider, de prendre des décisions. Tant qu'il ne prend pas de décision, rien ne se passe. Regardez comme les Jeux Olympiques se sont bien passés. Oui. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui avaient décidé. Mais on peut. Mais Xavier Refer, juste pour en conclusion ce que vous dites le devoir d'un homme politique prendre des décisions, et je me rappelle le merveilleuse petite boutade d'Edgar Faure, il disait « J'ai toujours eu le courage de ne prendre que des décisions populaires ». Or cette décision dont vous parlez, la courbe J, forcément elle sera impopulaire pendant un moment, donc on va pas la prendre. Voilà. Merci beaucoup Xavier Refer. Merci à vous. Pour vos éclaircissements.